on m'a demandé de parler de politique et sécurité. D'abord, il faut reprendre un petit peu l'étymologie des termes. La politique, ça vient de polis, qui veut dire la cité. Alors la cité, attention, c'est la cité grecque. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, une ville comme Lyon, ce n'est pas une cité grecque, c'est un royaume pour les Grecs. D'accord ? La cité grecque, c'est une administration d'un assez petit nombre de personnes. D'accord ? Il n'y a pas beaucoup de gens dans la cité grecque. Donc polis, ça vient de la cité, et en gros ça désigne l'art de gouverner la cité. Gouverner, vous reconnaissez le mot gouvernail dans un bateau, c'est celui qui donne la direction. La politique, c'est la science qui permet de donner la direction pour une collectivité. D'accord ? Donc la politique, la science politique, ça peut être simplement du management pour certaines personnes, comme ça peut être aussi l'administration d'un pays tout entier. Ça vous va jusque-là ? Bon. La sécurité, étymologiquement, ça vient de securitas, c'est le sentiment de paix, le sentiment d'absence de trouble. C'est un sentiment, la sécurité. On a le sentiment d'être en sécurité, c'est-à-dire de ne pas éprouver de danger, de trouble. Certaines personnes vont éprouver ce sentiment-là. Alors, on va d'abord regarder tout ce qui est question de la science politique. Parce qu'il est bien évident que la question qu'on va devoir se poser ensemble, c'est que, est-ce que l'art de gouverner, est-ce que la direction que doit prendre l'homme politique, c'est la sécurité ? Est-ce que l'homme politique doit diriger toute son action vers le sentiment de paix pour les personnes qu'il administre ? C'est ça notre question. Aujourd'hui, il y a une désaffection de la politique. Quand vous discutez avec quelqu'un, il y a une chance sur deux, à peu près, parce que c'est voilà, qu'il n'en ait plus rien à carrer du monde politique. Qu'il ne lui fasse absolument plus confiance et qu'il ne pense même pas que ça sert de participer à la vie politique. En l'occurrence, en France, de participer aux élections. Parce que c'est comme ça qu'on a l'impression que nous exprimons le plus notre vie politique. Et ça, c'est lié à une chose qui est importante, c'est qu'il y a une perte de la notion d'identité politique. Un Grec, il a parfaitement conscience qu'il est grec. Un Romain, il a parfaitement conscience qu'il est romain. Un Franc, il a parfaitement conscience qu'il est franc à son époque. Aujourd'hui, tu questionnes un Français, tu lui dis, c'est quoi ton identité politique ? Ça devient très compliqué. Et donc, il va y avoir une petite tentation, et cette tentation, c'est de réduire notre sentiment politique à une notion de communautarisme. Ce qui va me donner mon identité politique, c'est la communauté à laquelle j'appartiens. Vous pouvez me donner des exemples de communautés, s'il vous plaît ? Communauté ? J'ai entendu. Quoi ? Non, votre voisin s'en fout. Ouais. Les communautés des ouvriers. Oui, c'est une classe sociale. Par exemple, une classe sociale, ça peut être une communauté. Tu as raison. Quoi d'autre ? Ouais. Communauté LGBTQ+, etc. Bien sûr, l'orientation sexuelle, aujourd'hui, c'est devenu le fondement d'une communauté. Oui. La religion, évidemment, la religion, c'est le fondement d'une communauté. Alors, la communauté chrétienne, la communauté musulmane, la communauté juive, voilà, ce sont des communautés. Quoi d'autre ? Je trouve ça génial que vous ne l'ayez pas. Ouais ? Non ? Oui ? La nationalité, tout à fait, la nationalité, évidemment. La communauté, je ne sais pas, vous prenez n'importe quel pays qui immigre en France,
Et vous avez une communauté qui s'y installe, la communauté chinoise, la communauté nord-africaine, tout ce qui est Maghreb, etc., la communauté espagnole, la communauté polonaise, etc. Oui, quelqu'un d'autre levait le doigt. Ouais. Communauté ethnique, oui. Nous, on n'a pas beaucoup ce sens-là en France. Mais vous avez raison, dans d'autres pays, bien plus. En France, on a très peu la notion d'ethnie. Oui. L'âge. L'âge. C'est en train de devenir une communauté. En tout cas, une classification politique. C'est-à-dire, OK, boomers, on a vu qu'à partir de ce moment-là, en fait, ou alors l'événement 2010, vous savez, tous ceux qui sont nés en 2010 et compagnie, là, en fait, il y a une stratification de la société par des communautés. Oui. Le genre, oui. Alors attention avec la notion de genre. Déjà, j'aime pas en fait ce terme-là. C'est soit vous êtes vraiment soit vous êtes vraiment connaisseur et vous dites gender, parce que le plus important c'est l'identité de gender, parce que le genre français ne désigne pas le gender anglais. Le gender anglais désigne vraiment l'identité sexuelle telle qu'il a été perçu à partir de l'identité sociale sexuelle et à partir de l'identité psychologique de la personne, alors que le genre, en France, ça désigne masculin-féminin. Et donc c'est beaucoup plus réducteur, en fait. Donc, mais ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit par rapport à la communauté LGBTQ, etc. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez raison, il y a une communauté politique qui s'affirme comme ça dans la personnalité des femmes. Les femmes constituent une communauté politique. Les hommes, pas du tout. Les hommes s'en tapent de la condition masculine. Clairement. Donc vous voyez, il y a tout un tas de communautés, et c'est ça qui, aujourd'hui, va faire l'identité. Vous ne m'avez pas parlé du tout de communauté, et c'est étonnant, parce que pendant un temps, on aurait pu croire que les partis politiques étaient des communautés, étaient une identité politique. J'étais de droite, j'étais de gauche, j'étais de centre, j'étais tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, grâce à notre cher Dieu avec nous, Macron, Emmanuel, quand il a été élu, il a réussi cette prouesse de détruire la notion d'identité politique. C'est-à-dire qu'il venait de la gauche, il a réussi à rassembler à droite, il a fait un parti unique En Marche, et résultat, il n'y a plus cette identité politique. C'est en train de revenir actuellement, avec Mélenchon, Le Pen, Zemmour et compagnie, qui réaffirment une identité politique très forte. Mais vous comprenez bien que l'identité politique ou l'appartenance à la police, à la cité, l'unité de la cité, n'est plus du tout évidente. En raison de quoi ? Quand vous devez faire un constat un peu sociologique, quelle est la caractéristique de notre société ? Notre société, on la caractérise comment ? C'est une société de quoi ? Ouais. Oui, société française, occidentale, on va dire, un peu plus. La société française, c'est une société de quoi ? Actuellement, hein ? La société occidentale, c'est une société de quoi ? Je l'ai entendu tout à l'heure. Ouais. De consommation, super. La société française, c'est une société de consommation aujourd'hui. Alors, c'est quoi la caractéristique d'une société de consommation ? La société de consommation, c'est une société où on... Non. Haha, le piège. Où on produit beaucoup. La société de consommation n'est pas une société où on consomme beaucoup, c'est une société où on produit beaucoup, où on produit trop. Comme on produit trop, il va falloir vider les stocks. Et comment vider les stocks ? En provoquant la consommation. D'accord ? Vous n'avez pas besoin d'un nouvel iPhone. Vous n'avez pas besoin d'un nouveau Samsung. Vous n'avez pas besoin de ce genre de choses. Mais il va falloir faire en sorte que les stocks, il y ait toujours une dynamique en fait de vidage de stocks en permanence pour que la production continue. La particularité d'une société de consommation, c'est qu'elle est tout le temps dans la production de richesse. Et donc, comment faire pour inviter les gens à consommer vite et le plus rapidement possible ? Comment on fait ? Ouais. Le marketing. Super. Le marketing, il va servir à quoi ? Ouais. Ok. Comment tu mets en valeur un produit ? Ok, comment tu fais pour me vendre, j'ai le dernier iPhone, comment tu fais pour me vendre la nouvelle génération ? Je vais mettre en valeur c'est plus. Pourquoi il est meilleur ? Pourquoi est-ce qu'il va être...
Donc tu vas faire quoi par rapport à mon iPhone que je possède déjà? Le dénigrer. Tu vas rendre désuet mon objet. La particularité de la société de consommation, elle va, gardez bien les doigts levés pour les autres parce qu'il n'y a pas que ça, mais dans un premier temps, par le marketing, il va y avoir une volonté de rendre désuet le produit. Une désuétude du produit. Résultat, il va y avoir des effets de mode. Il va falloir vanter les techniques. Vous savez, je sais pas, on va vous parler que votre téléphone est capable de prendre des photos avec tant de mégapixels et compagnie, avec tel obturateur, avec tel machin. Le truc que tu n'utiliseras jamais, toi. Hein. Tu t'en fous complètement. Tu fais des selfies en faisant ta bouche de canard, comme ça, comme ça. Il y a juste ça. Hein. Tu t'en sers que comme ça. Par contre, quand tu l'as acheté, tu t'es dit, c'est le meilleur appareil sur le marché, en fait, qui existe. Et ce sera le meilleur pour au moins dans 2 mois. Puis après, il y aura autre chose. Vous allez me dire, mais attendez, moi je ne comprends pas pourquoi on parle de ça actuellement. Vous allez comprendre petit à petit. Ce qui est ambiant dans notre société va créer un sentiment d'insécurité. D'accord? C'est ça que je vais vous montrer. Alors, quelle est l'autre manière aussi de faire vendre plus vite? Ouais. Les soldes, bien sûr, complètement. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi les soldes? C'est que, pour une fois, on va réduire la marge qu'on se fait. Ça veut dire qu'à la base, on te vend un truc qui n'est pas au prix de sa production. C'est normal. On essaie de te vendre un petit peu plus. Mais pour une fois, on va réduire un petit peu cette marge-là. Tout à fait. Donc, le client se dit, petit à petit, mais en fait, on me ment habituellement. Si on est capable de me faire du moins 50%, moins 75% sur certains produits, c'est que, en fait, on me ment. Ça ne vaut pas 200 balles à la base. Oui. Faut créer le besoin. Faut créer le besoin. Le marketing va créer le besoin. En rendant, évidemment, désuet les choses, et il y a quelque chose qui va être scandaleux à partir de ce que tu dis, c'est qu'on va créer de l'obsolescence programmée. Vous connaissez ce scandale, ça a commencé. Quel est le cas bien connu d'obsolescence programmée, vraiment connu de tout temps? Oui. Alors, ouais, avant ça. Le premier cas, ouais. Les collants, ouais, ça c'est catastrophique, mais non, c'est pas ça. Ouais. Les ampoules. Alors les ampoules, il faut savoir qu'on sait parfaitement faire des ampoules qui durent 100 ans. Même plus. Il y en a une qui est toujours actuelle, là aux États-Unis, qui est dans une caserne, qui est toujours en place. Un fil de cuivre, etc. Sauf que les producteurs d'ampoules du monde entier, c'est la première fois qu'il y a eu une telle alliance, du monde entier, vous trouverez la date, je ne sais plus quand est-ce que c'était, se sont réunis et se sont dit, mais attends, si tout le monde commence à avoir des ampoules qui fonctionnent bien, on ne va plus en vendre, nous. Donc on va complètement couler. Donc comment on va faire? On va introduire un défaut dans la mèche qu'il y a de l'ampoule, de telle sorte que ça ne dure pas ad vitam aeternam, mais que ça soit obligé de péter à un moment. Et tous les producteurs d'ampoules se sont mis d'accord pour le faire. Résultat, aujourd'hui, tu as une durée de vie à ton ampoule, et tu le sais. Les frigos, tu as parlé de l'électroménager, le frigidaire, tu prends un frigidaire de tes grands-parents ou de tes arrière-grands-parents, il tient encore le truc. Il fait un bruit de malade, il pue, tout ce que tu veux, mais il fonctionne. Aujourd'hui, tu prends un frigidaire, tu sais que dans 10 ans, il va falloir changer. Pourquoi? Parce qu'il va falloir rendre obsolètes les choses. Et donc, ça produit quoi? Ça entraîne le fait que ta génération, ma génération, ne va pas pouvoir transmettre beaucoup de choses aux générations futures. Comment ça se passait? Avant, on se transmettait les meubles, les outils, les ustensiles. Vous savez, quand il y avait des compagnons du devoir, par exemple, le maître donnait les outils à son apprenti. On se transmettait les outils. Là, aujourd'hui, on va prendre des trucs, on sait que c'est de la mauvaise qualité et on ne va rien avoir à transmettre. La société de consommation, elle va donc produire une énorme fatigue parce que le but, c'est d'être toujours à la page, en raison de la désuétude, donc d'être toujours à la page, d'être toujours attentif à ce qui va sortir de mieux. Et en plus, on va être toujours méfiant parce qu'on se dit, si j'achète
le bas de gamme, en fait, je vais devoir le payer très cher au fur et à mesure. Donc le mieux, c'est d'acheter le haut de gamme. Et en même temps, le haut de gamme, on se dit, vu les soldes qu'ils me font, Samsung, je ne sais pas si vous avez vu, il sort son S21 Ultra, tout ce que vous voulez, etc. Dès le surlendemain, alors qu'il y avait plein de gens qui l'avaient précommandé et tout ça, il le baisse de 550 €. Un tiers du prix. Bam, d'un coup. Imagine tous les gens qui l'ont acheté à 1500. Ils font, Eh oui, parce qu'on ne te vend pas les choses de manière véritable. Et donc ça crée quoi? Une fébrilité et une grande fatigue. Une grande fatigue qui va s'exprimer comment? Alors je ne vais pas te faire le détail de tout ça, parce que ça serait l'objet d'une autre conférence, mais en gros, tu vas avoir des maladies de civilisation qui vont se développer par rapport au travail. Tu vas avoir du burn-out, tu vas avoir du bored-out, tu vas avoir du brain-out, tu vas avoir plein de choses comme ça. Tu vas avoir des personnes qui vont être en fait dans une telle inquiétude de tout manquer, voilà. Je te donne un exemple tout simple. On va commencer à avoir peur de manquer nos loisirs, de manquer la satisfaction. Tu as des personnes, peut-être parmi vous, qui sont capables de se faire 4 soirées en une soirée. Parce qu'elles n'ont pas pu se décider à aller à une soirée. Donc il faut participer aux 4 soirées. Et d'ailleurs, au fur et à mesure de la soirée, ils sont plus ou moins en bon état d'ailleurs. La 4e soirée, c'est ardos. Vous voyez, une espèce d'inquiétude, une espèce de fébrilité. Il ne faut pas que je loupe quelque chose. Il ne faut pas que je rate quelque chose. Alors, ça va entraîner aussi un aspect paradoxal. Notre société occidentale, comme on pense que les choses sont un peu fausses un peu partout, eh bien, on va être tout le temps dans le factice quant à l'image que l'on renvoie. On est dans une société de spectacle. Le plus important, c'est de faire le plus de nombre de vues. Le plus important, c'est de bien prendre des belles photos sur Insta. C'est très important que sur Insta, je paraisse parfait ou parfaite, ou cool, ou génial. À aucun moment sur Insta, tu te montres complètement démaquillé au réveil, avec la marque de l'oreiller comme ça, complètement décoiffé, ou alors, je sais pas, en train de vomir dans des toilettes parce que tu as une énorme gastro. Personne ne fait... Non, ça ne marche pas. On est dans une société donc où il faut montrer tout le temps de l'apparence. Il faut commencer à comprendre jusqu'où on va arriver. C'est que si tout est faux, si le marketing est faux, si on me ment un peu partout, si finalement je dois toujours être bien, et si on me fait culpabiliser de ne pas aller bien, regardez si quelqu'un se met à pleurer dans le bus, quelle va être la réaction de tous les gens autour? Qu'est-ce qui lui arrive? Normalement, vous savez, chez les animaux, un animal qui exprime de la tristesse, spontanément, tous les autres animaux de la même espèce, ils vont essayer de le consoler. Spontanément, c'est normal. On va essayer d'aider. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous, on est complètement indifférents. Pourquoi? Parce qu'on est dans notre bulle individualiste qui est causée par cette société de consommation. C'est mon plaisir pour moi, pour maintenant, pour être à la page, pour être dans le fake. Et ça va entraîner quelque chose de terrible, c'est que puisque j'envoie une image de moi fake, voilà, j'envoie une image de moi fake, eh bien je vais laisser les autres la consommer. Ça ne me pose pas de problème vu que c'est faux. Vu que c'est du bullshit, tout ce que j'envoie comme information. Donc les autres peuvent consommer mon image. Et voilà pourquoi il y a une caractéristique de notre société qui est particulière, c'est que nous sommes dans une société dite, les sociologues disent ça, dite pornographe. C'est-à-dire que notre société, elle est pornographe. C'est-à-dire qu'on est dans une société de spectacle et de mensonges, et donc on est prêt à consommer les uns et les autres. On est prêt à être capable de, finalement, jouir de l'image qu'on va me donner. On a fait quand même d'une profession d'acteur de X une profession reconnue et tout à fait normale. Je mastique le pinceau devant quelqu'un qui se présente devant moi. Tout va bien. Et ça inquiète personne. Et ça inquiète personne aussi que mon désir prime sur, finalement, ce qu'est la personne humaine. Vous allez avoir des choses absolument scandaleuses. Vous savez, Amazon, par exemple, vous connaissez les scandales d'Amazon.
Le fait que pendant les fêtes de Noël, les ouvriers sont obligés de pisser dans une bouteille parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller jusqu'aux toilettes. Et toi, tu commandes ton truc et tu es content. Tu es content aussi d'avoir tes tomates en plein hiver. Tu oublies juste que finalement, c'est fait par des esclaves dans le nord de l'Espagne qui n'ont pas de papier, qui sont payés au lance-pierre et qui ne sont pas reconnus, mais tout le monde s'en fout parce que ça produit des tomates. Toi, tu as envie d'avoir un litchi en plein août. C'est important. Et ton désir devient... Alors je dis ton, attention, on est tous là-dedans. Mais ton désir devient ce qui importe le plus. Mais donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si toi, tu te dis « mon désir importe le plus », ça veut dire que le désir de l'autre doit importer aussi. Et il va y avoir une guerre entre mon désir et son désir. Il va y avoir une guerre entre son désir et mon désir. Et ça va entraîner quoi comme sentiment? Un sentiment de non-tranquillité. Puisque l'autre, en fait, est potentiellement un ennemi. Potentiellement un ennemi. Et c'est ça qui est terrible, c'est que notre société qui est de consommation, en fait, va entraîner comme conséquence naturelle une méfiance les uns vis-à-vis des autres. On va avoir peur les uns des autres. Alors, vous comprenez bien que dans la réflexion que l'on porte sur politique et sécurité, la question se cristallise autour de la question du désir. Comment l'homme politique doit gérer les désirs? Parce que vous avez bien vu, depuis le début, c'est ça qui pose problème. La société de consommation, elle rebondit sur nos désirs en permanence. Il y a 3 désirs à l'être humain, dans l'être humain. Est-ce que vous les connaissez? 3 désirs fondamentaux dans l'être humain. Ouais. Désirs naturels. Non, je ne parle pas des besoins. Je parle des désirs. Mais vous avez raison. Il y a l'aspect de désir naturel. Mais là, ce n'est pas ça. Les désirs qui sont présents dans le cœur de l'homme, c'est lesquels? Oui. Comment? Plaire? Non. Je comprends pourquoi vous dites ça, mais en fait, vous verrez, c'est pas tout à fait ce désir-là fondamental. Vous êtes gentil, vous. C'est pour ça. Oui. L'acceptation. D'être accepté par les autres? Pareil, vous êtes gentil. Vous êtes gentil, en fait, vous. Hein. Non, c'est très simple. Le désir de pouvoir, le désir de richesse et le désir de plaisir. C'est 3 désirs qui sont présents dans le cœur de l'homme. Et l'homme politique doit gérer avec, je ne sais pas, actuellement, en France, plus de 70 millions de personnes qui ont ces 3 désirs-là. À savoir d'abord désir de pouvoir. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Quand vous désirez le pouvoir, alors là je vous invite, vous savez, là on est des enfants de 4 ans et demi, on commence à regarder des trucs, ça peut ne pas être très plaisant de regarder en soi certains trucs. Mais on va le regarder ensemble. Le désir de pouvoir. Qu'est-ce que c'est que le désir de pouvoir? Ouais. Super. Donc tu as dit le désir de se savoir capable de faire. Le pouvoir, c'est une potentialité, c'est une capacité à agir ou une capacité à accepter, à subir. Vous voyez, sans bouger. Ça, c'est le pouvoir. Le pouvoir, donc, c'est la capacité à agir. L'homme jouit d'être capable d'agir par lui-même et d'avoir une emprise et une empreinte sur la réalité. C'est pas mauvais. À aucun moment je dirais que ces désirs-là sont mauvais. Ça peut devenir terrible quand votre désir de pouvoir, c'est le fait de vouloir contrôler tout le monde, de considérer que les autres ne sont que des moyens pour arriver à vos fins. Ce qu'on appelle de la manipulation ou de la perversion. Mais ça, vous voyez, c'est un certain stade. Tout le monde, par contre, a le désir de maîtriser sa vie, de maîtriser la réalité et d'imposer une marque à la réalité. Alors en France, le pouvoir politique, il est séparé en combien de pouvoirs? Le pouvoir politique. Il y a combien de pouvoirs? Ouais. 3. Lequel? Ok, super. Donc là, c'est bien. Vous m'avez bien récité votre cours.
Et ça, l'État a tout intérêt à vous dire qu'il y a 3 pouvoirs. Et que c'est vous qui avez le pouvoir de donner ce pouvoir-là. Le pouvoir d'abord législatif, ce sont les assemblées qui font les lois. Le pouvoir exécutif, c'est le gouvernement qui fait exécuter les lois. Et le judiciaire, c'est le pouvoir qui arbitre dans l'exécution de ces lois. Donc en gros, le premier pouvoir, c'est le législatif. Le deuxième pouvoir, c'est l'exécutif. Le troisième pouvoir, c'est le judiciaire. Et là, vous avez la belle pyramide et tout se passe bien, on est tous très contents parce que c'est nous qui élisons les députés. Donc nous avons le pouvoir d'élire les députés, le législatif. On a le pouvoir d'élire l'exécutif, le gouvernement, enfin le président. Et on a le pouvoir, non, le judiciaire, on n'a pas vraiment le pouvoir. On n'a pas le pouvoir sur l'arbitre. Ça, c'est l'exécutif qui nomme le judiciaire. Sauf qu'il y a un 4e pouvoir. Oh là là, vous êtes si naïfs. Ouais. La souveraineté populaire. Souveraineté populaire, oh, toi t'es idéaliste en plus d'être naïf. Hein. Non, il est vrai, le peuple a un pouvoir, et notamment qui s'exprime dans un acte, la révolte. C'est un pouvoir. Par contre, il n'a pas vraiment de pouvoir. Vous voyez, il n'a pas un pouvoir d'action, il a un pouvoir de réaction à ce moment-là. Oui. Si on peut manipuler quelqu'un à donner le pouvoir, enfin à donner le pouvoir à un certain groupe ou à un membre, Ouais. Alors c'est plus les personnes qui ont voté pour le pouvoir qui ont le pouvoir, mais la personne qui a été votée. Très bien, donc c'est quel type de pouvoir ? C'est de la manipulation. La manipulation, on appelle ça de l'influence. Le pouvoir d'influence. C'est le 4e pouvoir dont on ne va jamais vous parler. Parce qu'il ne faut surtout pas que vous le sachiez, que vous pouvez être influencé, ou que des élus peuvent être influencés, ou que des exécutants peuvent être influencés, ou que des juges peuvent être influencés. Heureusement pas. Alors, dites-moi un petit peu quelles sont les institutions qui dirigent l'influence. Ouais. Les médias. Premièrement, les médias. Alors, les médias de quel type ? Ouais. BFM. BFM, CNews, etc. Les médias de type d'information. L'information n'est jamais neutre. Entendez-le, le mythe du journaliste qui n'a pas de ligne éditoriale, ça n'existe pas. L'information n'est jamais neutre. Le journaliste n'est jamais un philosophe. Il ne recherche pas la vérité. Il cherche à faire quoi, le journaliste ? Il cherche à faire quoi ? Il cherche à faire quoi ? Levez le doigt, s'il vous plaît. Ouais. Le buzz, pourquoi ? Ça veut dire qu'il cherche à faire quoi ? Faire parler. Faire parler, pourquoi ? Ouais. À vendre. Le journaliste, il veut vendre. C'est un marchand d'informations. Et donc, il veut vendre des trucs. Donc, il va vous présenter l'info la plus vendable. Le philosophe, il ne vous présente jamais l'info la plus vendable. Je vais vous dire, là, ce qui est le plus important, c'est l'être. Tout le monde s'en tape. Mais le journaliste, il veut influencer. Alors, il y a une deuxième manière d'influencer qui n'est pas le média d'information, et c'est quoi ? Oui. Oui, allez-y. Les lobbies. Alors, super, c'est une deuxième influence, on reviendra sur les médias plus tard. Deuxième manière d'influence, c'est l'influence financière. En effet. L'influence financière, parce que les lobbies s'expriment beaucoup par l'influence financière d'abord. L'influence financière, c'est que vous allez utiliser la convoitise et la cupidité de certaines personnes pour pouvoir influencer sur leur capacité d'action. Alors vous allez me dire, heureusement, nous, il n'y a pas de lobby. Hein. Alors, je vous invite à regarder à Bruxelles, à partir du moment où il y a toutes les instances dirigeantes européennes qui s'y sont installées, quelles sont les entreprises qui se sont installées exactement au même endroit ? Et vous comprendrez. Tout ce qui est européen est influencé et infiltré par les lobbies. Nous, en France, on n'aime pas les lobbies. Parce qu'on se dit, mais c'est pas honnête, les lobbies. Mais comprenez bien que ça existe. Il y a les lobbies. Alors, en France, il y a le lobby de la chasse, par exemple. C'est un vrai lobby. Vous avez un lobby de l'industrie agroalimentaire.
Vous avez les lobbies qui vont être plutôt les lobbies pharmaceutiques, évidemment. D'après vous, pourquoi ça va être telle entreprise qui va faire plutôt des vaccins et telle autre, et pas telle autre? Ça, c'est une affaire de lobby, d'influence. Vous avez des lobbies, vous avez parlé des LGBTQ+, etc., des lobbies identitaires, évidemment. Il y a des lobbies identitaires qui essayent d'influencer les 3 autres pouvoirs. Quel autre pouvoir, encore? Les promesses? Et ça n'engage que ceux qui les croient, hein, les promesses. Donc, les promesses, non. Ça ne va pas être un vrai pouvoir, la promesse. Vous savez, à l'époque du Moyen-Âge, le serment, si vous mentiez, vous étiez capable de mourir. Vous pouvez vous buter parce que vous aviez donné votre parole. Aujourd'hui, un ministre qui vous dit « Dans les yeux, je n'ai pas de compte en Suisse, Monsieur Bourdin », et que 3 jours après, « Ah si, ah oui, j'avais, oui, de fait, oui, il y a plusieurs millions dessus, oui, de fait. Oui. » Aucun problème. Aucun souci. Vous voyez, aujourd'hui, la puissance de la promesse, elle n'a plus aucune valeur. La parole donnée, elle n'a plus aucune valeur. Oui, derrière, vous voulez dire? Les médias, mais plutôt dans le divertissement. Médias dans le divertissement, super. Ce qu'on appelle le soft power. Le pouvoir soft. Aujourd'hui, Hollywood a gagné. Aujourd'hui, Netflix a gagné. Aujourd'hui, Amazon Prime a gagné. Disney a gagné. La société occidentale, c'est eux qui l'influencent. C'est eux qui l'influencent par le soft power. Qui, aujourd'hui, vous savez, nous, on a un cursus, on est un cursus à l'IRCOM international. C'est-à-dire que nos étudiants, en 3e année, doivent aller à l'étranger forcément. L'anglais, ce n'est pas une langue étrangère. C'est plus considéré comme une langue étrangère. C'est une langue normale de l'Empire occidental, dirigé par les États-Unis. Vous voyez, c'est le français, par contre, c'est une langue étrangère. Vous savez parler français? Oh, c'est étranger, dis donc, bravo. Non, mais je suis français. Non, mais tu parles anglais. Oui, d'accord, ok, très bien. Le soft power, c'est ça. Le pouvoir culturel. Et pendant longtemps, la France a exercé un énorme soft power. Parce qu'on était le pays du romantisme, le pays on était raffiné. On était de la langue qui aimait bien parler, qui aimait bien débattre, etc. Et encore aujourd'hui, tout le monde regarde la France sur la scène internationale pour savoir comment ils réagissent. C'est pendant les Gilets jaunes, par exemple, tous les pays regardaient ce qui se passait en France. Et il y a des Gilets jaunes qui se sont lancés en Australie. L'essence n'augmentait pas en Australie. Mais soft power, c'est parti, allez, on influence. Encore un autre pouvoir que vous ne voyez pas, mais c'est normal parce que vous êtes encore dedans. C'est le pouvoir d'influence, toujours, mais dans l'éducation. L'éducation, c'est un énorme pouvoir d'influence. Il suffit que j'arrive à vous faire comprendre que faire une prépa, c'est le meilleur chemin pour vous. C'est le meilleur chemin pour vous. Et j'ai tout gagné. Vous ne ferez jamais d'études un peu différentes. Ou vous ne ferez jamais de trucs un petit peu qui mettraient en péril en fait le pouvoir actuel. C'est pas possible. Parce que la prépa, c'est une préparation à des concours de quoi? Des concours qui sont donnés par le gouvernement. Donc finalement, c'est le pouvoir exécutif qui décide de quel concours vous allez donner. Et vous voyez, en fait, c'est un pouvoir normal d'influence qui va influencer vos esprits. Alors les médias, on n'a pas dit quelque chose, parce qu'on n'a parlé que de la chaîne d'information, mais il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est la même logique, il faut faire vendre. D'après vous, comment ça se fait que sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, sur comme ça, vous avez les mêmes infos tout le temps, la même typologie d'informations? C'est qu'il y a un algorithme qui a bien repéré comment vous fonctionnez, et il veut vous encourager à être comme ce qu'il a compris que vous étiez. Et ça, c'est un pouvoir très grand d'influence. Donc vous avez tout intérêt sur TikTok, sur machin, à vous abonner à des trucs où vous n'êtes pas du tout d'accord. Comme ça, l'algorithme, il fait « je comprends pas là. J'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à le suivre. » Aux États-Unis, il y a énormément de personnes font en sorte que Facebook ne comprenne plus rien à rien, à qui ils sont. C'est-à-dire qu'ils se prennent en photo avec un faux fond Hawaï, et ils disent « super vacances passées cet été ». Ils y sont jamais allés. Jamais.
Sauf que, résultat, Facebook, voyant ça, se met à envoyer des pubs sur Hawaï, sur machin, des trucs comme ça. Le but, c'est ce qu'ils appellent le bullshit inform, enfin vraiment le fait d'envoyer plein d'informations qui sont fausses. Donc vous voyez, une fois que vous avez compris qu'il y a ces 4 pouvoirs en place, et que chaque homme a un désir de pouvoir, vous allez avoir une typologie de quel type de pouvoir les personnes vont pouvoir essayer de chercher. Vous avez des personnes qui désirent le pouvoir législatif. Souvent, c'est des personnes un peu légalistes, vous voyez, qui veulent instaurer des règlements, qui veulent faire appliquer des règlements, qui veulent instaurer des lois, des process, des protocoles, qui ont un gendarme sur l'épaule qui leur dit à chaque fois « ça c'est bien ce que tu fais, ça c'est pas bien ce que tu fais, etc. » Vous avez des personnes qui aiment l'exécutif, c'est-à-dire qui aiment bien contrôler les choses et imposer leur volonté aux choses. Par le biais de la force, par le biais de la contrainte, par le biais de la manipulation, par le biais de tout ce que vous voulez. Il y a des personnes qui aiment le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire être capable d'être arbitre entre les choses. Ils ne prennent jamais position, mais ils sont capables de dire voilà, un tel se range dans tel endroit, un tel se range dans tel endroit. C'est un pouvoir de classification. Et vous avez une 4e catégorie de personnes qui aiment l'influence, qui aiment influencer les autres. Une fois que vous êtes un gouvernant, vous savez qu'il y a des personnes, toutes les personnes ont le désir de pouvoir en elles, et ça se manifeste par ces 4 typologies de pouvoir. Alors ensuite, vous avez le désir, on a dit, de richesse. Grâce à notre cher Adam Smith, que vous connaissez, Adam Smith, il a inventé un super truc, c'est qu'il a dit que, dans la prospérité des nations, il a dit que la finalité de la politique, c'était quoi ? L'économie. Le but de la politique, c'est que le pays soit riche. Sachez qu'après 2 ans de pandémie, le CAC 40 n'a jamais été aussi haut. N'a jamais été aussi haut. Nous avons gagné énormément d'argent pendant cette pandémie. Pour Adam Smith, notre pays se porte très bien. Et vous, dans le concret, vous vous dites, c'est la merde. C'est-à-dire qu'il y a du chômage partout, il y a des entreprises qui ferment, ça ne va pas du tout. Pourquoi ? Parce que le désir de richesse est un désir très individuel, et le but, c'est de gagner le plus en perdant le moins. C'est normal, c'est notre désir de richesse. Et sauf que ça, le problème de ça, c'est que ça ne peut pas fonder une vie politique. Et il y a une théorie que Emmanuel Macron a voulu déclamer, a voulu porter, qui s'appelle la théorie du ruissellement. C'est une théorie qui consiste à dire plus les riches seront riches, plus ils vont investir, et donc ça va ruisseler sur les pauvres. Ça ne marche pas du tout. Plus les riches sont riches, plus ils investissent pour les riches. Le ruissellement, ça ne marche pas du tout. Et donc le désir de richesse, comprenez bien, il y a certaines personnes qui l'ont beaucoup travaillé, notamment vous avez des philosophes du style Augustin d'Hippone ou Thomas d'Aquin, qui ont beaucoup travaillé ce désir de richesse et qui ont dit, en fait, c'est le pire ennemi de la politique. C'est le pire ennemi de la politique. Pourquoi ? Et là, il va falloir sortir Platon, je ne sais pas si vous connaissez ce philosophe, qui a exprimé la succession des régimes. Je ne sais pas si vous le connaissez, cette succession des régimes politiques. Vous l'avez étudié ou pas ? Il dit, alors, dans un premier temps, le premier régime politique, c'est un régime vertueux, où tu as des gens qui font des choses très belles, qui font des choses très honorables, qui sont très très bien, qui sont super, etc. Parce qu'ils sont intimement convaincus de ce qu'il faut faire. Parce qu'il faut faire le bien. Ensuite, leurs successeurs sont incapables, ils ne sont pas vertueux, eux. Mais par contre, ils vont faire genre qu'ils sont vertueux. Alors comment ils vont faire ? Ils vont essayer d'avoir un apparat honorable. L'apparence d'honorabilité. Ils vont se décorer de la Légion d'honneur. Ils vont se donner des décorations parce que c'est très bien ce que vous faites, voilà, c'est super, etc. Sauf que pour maintenir cet apparat, cette apparence d'honorabilité, eh bien, c'est nécessaire que vous gagniez beaucoup d'argent pour ça. Et oui, parce que pour paraître quelqu'un de bien, il faut avoir pas mal de thunes.
Donc, vous allez vous allier avec les marchands. Ça, c'est Platon qui dit ça. Vous allez vous allier avec les marchands, et donc vous allez gagner énormément d'argent. Sauf que pour faire en sorte que les marchands soient contents, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire sauter tous les trucs qui limitaient le commerce. Donc les marchands vont pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Faire des choses complètement illégales, faire des choses complètement iniques, même être capable de violence, etc. Va suivre, les successeurs de ces gens-là vont hériter d'un truc où ils voient que les marchands sont en train de dominer tout le monde, etc. Et la population commence à se rebeller. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire en sorte que la population ait le droit de faire ce qu'elle veut. Vous allez dire, vous savez, moi je suis un chef gentil. Je vous donne l'autorisation de faire tout ce que vous voulez. Je vous donne de la liberté pour tout ce que vous voulez. Vous avez le droit de baiser avec qui vous voulez. Vous avez le droit de coucher avec qui vous voulez. Vous avez le droit d'abandonner vos enfants. Vous avez le droit de violer des gens. Vous avez le droit d'agresser des gens. Vous avez le droit de voler. C'est pas grave. Vous faites ce que vous voulez. Résultat, 4e moment, la population en a ras-le-bol. Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle se révolte. Ras-le-bol, révolte. Et donc là, elle va demander à quelqu'un, parmi elles, de prendre le commandement. Et elle va l'ériger en tyran. Et à ce moment-là, le tyran, qu'est-ce qu'il va faire? Il va instaurer un nouveau système de valeurs, où tout le monde devra être honorable et compagnie. Quand vous pensez à un certain Adolphe, c'est exactement ce qui s'est passé pour qu'il puisse arriver au pouvoir. Et vous remarquerez que ce cycle-là se répète tout le temps. Le désir de richesse, qui est la clé, en fait, qui est le pivot de ce genre de régime, en fait, c'est le plus dangereux. Le dernier désir, c'est le désir de plaisir, et c'est la dernière chose qu'on a vue avec Platon, c'est-à-dire que, à force de contenter tous les plaisirs, vous avez une société qui est ingouvernable. Alors, pour pouvoir bien déterminer, et c'est la dernière partie, déterminer comment vous allez pouvoir gérer votre politique de telle sorte que les gens se sentent en sécurité, il va falloir que vous soyez capable de vous dire où est-ce que je me dirige. Vous arrivez à la tête de l'État, quel est votre objectif? Dites-moi. Oui. Se sentent le mieux possible. Ça veut dire quoi, le mieux possible? Se sentent bien? C'est pas mal ce que vous dites, c'est pas mal. Pouvoir accomplir son projet, pouvoir... c'est pas mal. Mais comment vous allez le faire? Ce sera quoi votre vigilance? Là, je vous demande en fait de réagir comme si vous étiez des chefs d'État. Allez-y. Profitez-en, vous avez le droit. Nous sommes en fiction, nous sommes des enfants de 4 ans et demi, vous êtes des chefs d'État. Qu'est-ce que vous allez faire? Compte tenu du fait que tous vos administrés ont ces 3 désirs-là en eux. Qu'est-ce que vous allez devoir déclencher en eux qui va lutter contre ces 3 désirs? Ouais. Des valeurs? Lesquelles? Super, va plus loin encore. C'est pas mal, c'était très bien. Le respect envers autrui. En réalité, l'homme politique, il doit rechercher une seule chose. Une seule chose. C'est ce qu'on appelle la concorde. Ce que doit chercher l'homme politique, c'est de faire en sorte que tous les administrés se sentent bien, comme vous dites, mais soient capables d'œuvrer à un même bien. Et c'est ce qu'on va appeler le bien commun. L'homme politique, il recherche le bien commun. Alors je vous donne la définition du bien commun, parce que la définition du bien commun, vous allez trouver plein d'auteurs qui vous disent des conneries dessus. La définition du bien commun, c'est quoi? C'est le meilleur bien des personnes en tant qu'elles sont en relation les unes aux autres au sein d'une même société politique. C'est le meilleur bien des personnes. Le meilleur bien des personnes, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas leur bien-être.
Vous ne cherchez pas leur plaisir, vous ne cherchez pas leur richesse, vous ne cherchez pas leur honneur, vous ne cherchez pas leur pouvoir, vous ne cherchez pas ce genre de truc, vous cherchez le meilleur pour eux. Vous cherchez ni plus ni moins que leur bonheur. L'homme politique qui commence à vouloir gouverner, il veut gouverner pour le bonheur de ses citoyens. C'est ça son objectif. C'est pas la tranquillité. C'est pas le fait que les gens se sentent bien. C'est pas qu'ils puissent jouir à tout va. Non, c'est leur bonheur. Et c'est leur bonheur, c'est le meilleur bien des personnes. Attention, en tant qu'ils sont en relation les uns aux autres. C'est pas le bonheur simplement individuel. C'est pas le bonheur de Marc, de Brigitte, de tout ce que vous voulez. Non, pas du tout. C'est le bonheur de ses administrés en tant qu'ils sont en relation les uns aux autres. Et dans la mesure où vous allez chercher le bonheur de ces personnes en tant qu'ils sont en relation aux autres, c'est pas n'importe où, c'est dans l'unité d'une société politique. Je vous le souhaite, que vous preniez des mandats locaux. Vous savez, que vous deveniez maire, ou que vous deveniez adjoint au maire, que vous puissiez devenir député ou chef de région, etc. Parce que c'est dans ce genre de choses, dans la ville, dans ce genre de choses, que vous comprenez ce que c'est que l'unité d'une vie politique, d'une société politique. L'homme politique, il ne va pas commencer à essayer de regarder quel va être le bonheur des personnes qui vivent en Papouasie, à moins qu'il soit le chef politique de la Papouasie. L'homme politique ne va pas commencer à rechercher le bonheur de, je ne sais pas, de l'Allemagne, en France, de l'Allemagne, alors qu'il est en France. Son but, c'est de rechercher le bonheur des administrés français en tant qu'ils sont en relation les uns aux autres au sein de cette unité, de cette société française. Et c'est pas du tout raciste de dire ça, c'est pas du tout exclusif, etc. C'est que l'action politique, elle est mesurée à ça. Elle est circonscrite à ça. C'est-à-dire que vous allez accepter que quelqu'un vous dise, puisse vous dire, je suis désolé, en fait, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans notre société, c'est pas possible. Pour qu'on puisse s'entendre, c'est pas possible de faire ça. C'est pas possible de caillasser quelqu'un. Non, je suis désolé, c'est pas possible de faire ça. C'est pas possible j'ai un ami qui travaille par exemple pour la répression des fraudes et qui gère tous les trucs de concurrence qu'il peut y avoir. C'est pas possible que des entreprises, 3 entreprises s'entendent pour faire un monopole et pour évincer tous les autres. C'est pas possible. Pourquoi ? Parce que la finalité de l'homme politique, c'est le bonheur de ses administrés. Alors je peux vous assurer que Emmanuel Macron est très loin de ce genre de truc. Mais comme la plupart des hommes politiques. Leur intérêt n'est pas le bonheur. Vous voyez, et c'est ça que vous devez demander, vous, dans des élections. Le but, c'est quoi ? C'est que vous puissiez, et j'ai bien aimé ce qu'a dit votre camarade, que vous puissiez mener les projets que vous avez dans le cœur jusqu'au bout. Et l'homme politique doit vous donner les capacités de le faire. Ne doit pas vous mettre des bâtons dans les roues en permanence. Il doit viser le bonheur. Alors parfois, il y a des choses qui sont nécessaires au bonheur et donc il faut les préserver. La santé. Si vous voulez être heureux, il vaut mieux être vivant. Bon, d'accord, ok, on admet. Ça va être aussi la sécurité. Mais attention, la sécurité, pas en tant que c'est un sentiment, mais la sécurité très concrète. Les routes, il ne faut pas que vous vous fassiez agresser. Dans les rues de la ville, il ne faut pas que vous vous fassiez agresser. Vous voyez, et vous comprenez bien que là, à partir de ce moment de cette conférence, vous commencez à vous dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent en fait les hommes politiques ? Qu'est-ce qu'ils foutent ? C'est-à-dire qu'ils sont en charge d'un arrondissement de Lyon, ils sont en charge, je ne sais pas, de Neuville, ils sont en charge de Fontaine-sur-Saône, ils sont en charge de ça, et bien ils doivent faire en sorte que les gens puissent être heureux. Et donc, évidemment, vous allez avoir la fête de village, le feu d'artifice, le bal, je ne sais pas, vous inventez plein de trucs, la soirée, le machin, le barbecue, le truc comme ça. Ben oui, mais ça va aider. Vous allez créer des systèmes d'entraide, visiter les vieux, aider ceux qui sont seuls, aider les femmes célibataires qui élèvent leurs gosses, toutes seules. Vous voyez, il va falloir aider ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que vous voulez que ces personnes-là soient heureuses. Et donc, quand on aborde la question de la politique et de la sécurité, si vous commencez à donner le pouvoir à quelqu'un en lui disant « ce que je veux, c'est la sécurité », vous avez en face de vous un tyran. Parce qu'il ne voudra pas votre bonheur, il voudra que vous vous sentiez en sécurité.
Et ne vous en faites pas qu'il y a des malades mentaux qui ne demandent que ça, à ce que vous vouliez vous sentir en sécurité. Et qui sont même peut-être prêts, vous savez, c'est le pompier pyromane, vous voyez, à créer des situations qui sont tellement dramatiques au niveau sécuritaire qu'après ils peuvent arriver comme le sauveur. Ne vous en faites pas, je vais vous aider. Et si un programme politique ne repose que sur de la sécurité, c'est dommage. En fait, ce n'est pas un programme politique. Si en revanche, vous avez chez un candidat ou chez quelqu'un, je ne sais pas, chez un de vos camarades, il veut le bien commun, alors là, vous pouvez être sûr que c'est pas mal. Prenez votre délégué de classe. Le délégué de classe, souvent, ce qu'il veut, c'est le bonheur des étudiants qui sont avec lui. C'est censé être ça. On s'en fout qu'il ait la représentation de tout le monde, qu'il soit au conseil de classe, etc. Il s'en tape, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il puisse être attentif à chacun dans la classe, à la personne qui est exclue, la personne qui est toute seule. Et c'est ça, en fait, le but, le véritable but de la politique. C'est de gouverner l'ensemble des administrés, qui ont chacun des désirs très égoïstes, etc., dans le but de quoi? Que chacun puisse être heureux. Alors le véritable débat va porter, mais ça ce sera sur une autre conférence, et je vous laisse avec cette question, c'est de savoir ce que c'est que le bonheur humain. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? C'est parce que si l'homme politique doit poursuivre le bonheur, le meilleur bien des personnes en tant qu'ils sont en relation les uns aux autres dans l'unité d'une société politique, si on est en train de rechercher le bonheur humain, il faut savoir ce que c'est. Et il faut savoir ce que chacune des dimensions va prendre comme place chez l'homme. Je vous remercie beaucoup de votre attention, et je suis là pour des questions si vous le souhaitez.